Juste avant, merci beaucoup d'être venus si nombreux pour écouter Robert Renucci, que je vais présenter dans un instant. Mais avant, il y a une information de Lydie, étudiante de licence pro, voilà, animatrice de la compagnie Vagabonde. J'avais deux petites annonces à faire, je ne prends pas beaucoup de temps pour ne pas empiéter sur le temps de cette belle rencontre. La première annonce concernait mon poste au Théâtre de la Ville. Je suis chargée des temps périscolaires, donc des ateliers dans les écoles. Et là, j'ai besoin à nouveau d'intervenants pour assurer des remplacements de manière ponctuelle. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à venir me voir à la fin. Je prends les CV, les lettres de motivation et tout ça. Et vos envies surtout. Et la deuxième, je suis fondatrice de la compagnie Vagabonde qui a été créée à la sortie de notre licence pro. Donc c'est un moment où on se retrouve régulièrement pour échanger sur notre pratique d'intervenant théâtre et de tester des jeux ensemble. Et ça s'appelle les apéropédas et le prochain a lieu ce jeudi de 18h30 à 21h et on va échanger nos idées, nos trucs, nos astuces sur les ateliers auprès des adolescents. Voilà, donc si vous avez envie de revenir avec un baluchon entier d'idées autour des adolescents, c'est ce jeudi. Il suffit de réserver sur l'événement qui est sur la page Facebook de la compagnie. Voilà, et n'hésitez pas, on peut en parler après. Merci beaucoup. Merci Lydie. Bien, donc on ne présente plus Robin Renucci, mais je vais quand même tenter de le présenter. Il est accompagné ce soir de Carole, donc administratrice des projets artistiques des Tréteaux de France, dont Robin Renucci est directeur. Donc Robin, il est comédien, metteur en scène, directeur des Tréteaux de France, directeur de l'ARIA en Corse, président de l'association l'ARIA en Corse, et très fervent, on pourrait dire de l'éducation populaire, et de l'éducation artistique et de l'éducation populaire, puisque en tant que directeur du Centre dramatique national, il s'investit énormément dans des actions sur différents terrains de la formation, soit de formation de formateurs, des accompagnements de cycles conservatoires et universitaires, dans des projets sur la mémoire de la résistance, dans des dispositifs de parcours d'éducation artistique, dans des collèges, dans des lycées, et bien d'autres formations, avec son équipe de comédiens et de comédiennes. Voilà, parce que c'est aussi une spécificité quand même des Tréteaux de France, c'est un des rares, je pense, centres dramatiques, qui est une équipe de comédiennes et de comédiens permanents, et donc qui sont à cheval sur les créations et sur les interventions sur les terrains. C'est bien ça ? Voilà. Il y a 4 comédiens permanents, dont Sylvain Méhalet, qui est un ancien de la licence professionnelle, qui était dans la première promotion, je crois, ou la deuxième. Voilà. Je peux... Tu me passes la parole. Bah oui. D'accord. Bon, bonsoir à chacune, à chacun. Je suis très heureux d'être avec vous. À chaque fois, c'est une occasion, dès lors que l'on prend la parole, comme le dit Montaigne, la parole est de moitié à celui qui la prend et à celui qui l'écoute. Et c'est sous ces auspices que j'aborde cette conversation avec vous, au fond. Ce qui m'intéresse toujours, lorsque je suis dans cette situation, c'est de savoir qu'est-ce que je vais apprendre et comment on va se quitter tout à l'heure. Qu'est-ce que j'aurai appris de cette rencontre que nous avons ensemble. Voilà. Donc, je prends la parole un petit moment, n'est-ce pas ? Oui. Et puis ensuite, nous dialoguons, nous discutons selon les angles que vous aurez envie d'explorer, si je peux vous répondre. Et puis Carole également vous donnera des informations peut-être précises sur le cadre des activités d'action artistique et culturelle de manière plus circonstanciée, du planning ou de temps. Enfin, voilà. Donc, en préambule, je veux remercier Bernard Grosjean avant toute chose, et puis la bibliothèque Gaston Batti et sa directrice, et je salue Nelly Partouche qui est dans mon dos. Et je commence en vous disant que ce qui nous réunit, c'est le théâtre, évidemment. Mais c'est le théâtre
au-delà d'un champ qui est auto-centré, au fond, mais plus dans son rapport au public et en général à l'autre comme élément de partage, d'échange, de démocratie également. Donc c'est sur ce terrain-là, si vous avez envie si vous voulez bien, que je commencerai, c'est-à-dire un art qui se partage, un art qui est fait pour la rencontre et qui a surtout au moins 2500 ans et que nous continuons d'inventer, de réinventer, mais dont nous dissocions, disons, du simple parcours individualiste pour les comédiens du vedettariat, qui est une forme de souhait pour certains. En ce qui me concerne, c'est plus un théâtre citoyen ou une pensée citoyenne qui m'anime. Voilà. Donc j'ai eu la chance d'avoir un parcours professionnel dense, très riche, et je n'ai eu de cesse que de souhaiter, par plaisir, redonner une part de ce que j'avais reçu, si possible, le plus possible d'ailleurs, parce que ça m'enrichit énormément. Donc, sans vous parler trop longtemps de moi, je suis un enfant de la province, de 2 régions de France, à la fois de la Bourgogne et de la Corse. Ce sont mes noms de famille, en fait, qui sont réunis dans ces origines-là. Et à 16 ans, j'ai vraiment mis le pied à l'étrier de ce que je fais actuellement tous les jours depuis maintenant bientôt 50 ans. Voilà. Donc c'est vraiment une renaissance par ce travail de la conjonction en fait du théâtre, mais pas n'importe lequel, du théâtre, de la citoyenneté, de la transmission, de l'information, et je dirais même de l'éducation populaire qui est sous-jacente et qui relie tout cela. Voilà. Avant cela, mes 2 ou 3 expériences fondatrices, elles sont à l'école maternelle avec Madame Martin, qui nous organisait une classe autour d'un projet artistique, c'est ce que je comprends maintenant, mais qui ne se nommait pas de cette manière à cette époque. C'est-à-dire que le matin, pour obtenir l'écoute, l'attention, l'autorité qu'elle était capable de prodiguer, elle demandait à sa classe d'organiser des petites cases africaines sur des meubles un peu hauts, j'imagine qu'ils devaient mesurer 80 ou moins d'1 mètre, mais pour ces enfants que nous étions, il fallait se mettre sur la pointe des pieds. Et puis déjà, dans l'organisation de tout cela, organiser selon les saisons, l'aspect vestimentaire, qui était moindre puisque c'était des cases africaines, mais surtout l'organisation d'alimentation, du blé, du pile-pile, du bain à la rivière, enfin voilà, de la classe. Vous voyez, elle symbolisait quelque chose des enfants que nous étions dans un cadre de projet d'attention, dans toutes les acceptions du terme. Elle était à la fois attentionnée à notre égard, il fallait que nous soyons attentionnés envers ces petits personnages qu'une classe entière devait organiser, manipuler. Donc je comprends maintenant, j'ai compris il y a quelques années, depuis longtemps, mais au fond, à ce moment-là, déjà, j'avais le sentiment qu'il se passait quelque chose dans l'école, vous voyez, dans la relation avec Madame Martin. Et puis ensuite, c'est plus tard Monsieur Richard, qui était absolument amoureux des Alexandrins et qui savait que quand il nous faisait travailler des Alexandrins, parce qu'il aimait ça, il savait le faire et qu'il donnait un goût de ça dans sa classe de 5e, c'était la classe de 5e. Et je me souviens très bien d'un premier poème qui s'appelait Les pauvres gens de Victor Hugo, que quand je le dis aujourd'hui, je me souviens de l'avoir mémorisé, appris d'une manière sensible et forte du point de vue de la syntaxe. Il n'y avait pas d'erreur de syntaxe, si vous voulez. Vous voyez, c'est quelque chose qui était juste. Ce n'était pas seulement une histoire qui se raconte. Il est nuit, la cabane est pauvre mais bien close. Mais c'était pas appris. Voilà. Vous pouvez d'ailleurs se le dire. Il est nuit, la cabane est pauvre mais bien close. Plein d'ombre. Voilà, quelque chose qui rayonne à travers ce crépuscule obscur. Des filets de pêcheurs sont accrochés au mur, au fond, dans l'encoignure, où quelque humble vaisselle, aux planches d'un bahut, vaguement étincelle. On distingue un grand lit au long rideau tombant. Mais on l'apprend comme ça à 11 ans, mais on l'apprend bien. Oui. Donc le fait qu'il y ait cette sensibilité de la langue, c'est toujours important d'être en dialogue. Et ça compte beaucoup pour moi, c'est des souvenirs à la fois émouvants, importants. Voilà, monsieur Richard, et puis monsieur Fauché un peu plus tard, à 16 ans, le club Poésie et Chanson, le lieu où on se retrouve, où moi je cochais sur mon agenda la date du mois de mai, ou je ne sais pas à quel moment était ce moment de représentation
avec le collège, avec le lycée à ce moment-là, entier, où on disait des textes, on chantait, il y avait un engagement important de professeurs au fond qui étaient complètement dans une démarche d'éducation artistique très accomplie et dans une égalité d'échange. Voilà. Et c'est à ce moment-là, donc dans les années 75 pour moi, que je commence à aller, pas n'importe où d'ailleurs, dans la maison de Romain Rolland, à Vézelay. La veuve de Romain Rolland était toujours présente, et je rentre dans toute une famille entière, une famille théâtrale qui est celle de la conjonction éducation populaire et art portée très haut, en fait. Le théâtre d'art, et j'entends parler de Charles Dulin, j'entends parler de Louis Jouvet, j'entends parler de Jacques Copeau, d'Escopiaux, de Pernand Vergelès, et je découvre toute une famille dans laquelle je rentre avec un immense plaisir, parce que c'est la mienne tout d'un coup, du fait que ceux qui m'y conduisent m'offrent une place réelle, en étant dans cette relation d'égal à égal. Quand je parlais de l'autorité, c'est un peu ça la question, c'est-à-dire la question de cette autorité qui se reconnaît, si vous voulez, qui demande à celui et à celle qui en jouit le fait qu'il va se sentir élevé, et il reconnaît chez l'autre la parole qui élève. C'est pas tout à fait l'endroit disciplinaire, si vous voulez, auquel on est très souvent confronté. Cette autorité, d'ailleurs on pourra en parler d'un point de vue politique ensuite si vous voulez, parce qu'elle est très souvent confondue avec la discipline, et y compris aujourd'hui, il y a le pouvoir du visible, par exemple, qui est une discipline. Le pouvoir a besoin de subalternes, toujours, et le pouvoir est dominant. On a le plus faible face au pouvoir, le plus petit, face au plus gros, au plus grand, etc. L'autorité, elle considère d'égal à égal celui qui reçoit, comme j'ai commencé tout à l'heure par Montaigne, et celui qui parle, au fond. Et elle est reconnue par celui qui écoute, qui fait silence, parce que celui qui est là pour grandir, pour élever, pour grandir, pour faire grandir. Donc ça, je le reçois, mais à 16 ans. Ça conditionne totalement ma vie, et ce qui m'a amené à l'école, déjà dans un premier temps dans les stages qu'on appelait les stages de réalisation de la conjonction jeunesse et sport, culture et éducation nationale, c'était mes enseignants qui m'y ont conduit, si vous voulez, et dans le même endroit, le même spectacle, jouait l'enseignant, l'éducateur, l'animateur, l'amateur que j'étais comme beaucoup d'autres, des professionnels très aguerris, et j'entends parler de Strasbourg, du TNS, du Bergignou, où je vais passer le concours à Strasbourg. J'étais beaucoup trop jeune, j'ai les débuts, mais je n'ai pas le concours entier, et j'ai la chance de rentrer en fait à l'école du Lin dans un premier temps, à Paris, et puis au Conservatoire national. Une fois que je suis au Conservatoire national, je commence à faire une carrière, ça s'emballe assez vite. À 17 ans ou à 20 ans, on est de la chair fraîche, on fait beaucoup de cinéma, c'était mon cas, beaucoup de cinéma, beaucoup de télévision, beaucoup de cinéma en fait, dans un premier temps. Et je sens que ça respire moins bien que ce que je respirais 3 ou 4 ans avant, dans ces moments dont je vous parle, là, parce que là, le pouvoir prend sa place, le vedettariat, etc. Et très vite, je m'enclenche dans une dynamique où je ne veux pas être dans ce cadre unique du cinéma. Voilà. En gros, je vous dis mon histoire parce qu'elle compte si vous avez envie de partager ça ensuite en échangeant. Et je suis parti jouer en fait au moment où je faisais des films importants à ce moment-là, Le Soulier de Satin avec Antoine Vitesse pendant 18 mois, ce qui a permis de calmer le jeu, si vous voulez, et de vraiment être dans la langue et dans le travail du comédien, loin des lumières d'un succès qui peut être assez pourrissant. Voilà. Et puis très vite, je garde ce chemin, et j'ai fondé, lorsque j'ai commencé à avoir des enfants, une association en Corse, qui s'appelle l'ARIA, qui a pour but de faire exactement ce que je vous ai dit, mais aujourd'hui, enfin cela depuis 20 ans, en mélangeant des professionnels, des amateurs, des éducateurs, des enseignants, des participants de pays étrangers, et de construire des temps longs de création théâtrale, qui sont des moments de formation, mais qui débouchent toujours sur des œuvres. C'est-à-dire la nécessité de la création, qui est première pour moi. La création est première. Voilà. Mais on peut y arriver aussi par un processus de formation, de transmission, à condition que ce qu'on construit ensemble, ça soit partageable, comme on partage le pain, ensuite en ayant mis au four et fabriqué. Donc voilà, l'ARIA, et puis ensuite cela m'amène à la direction d'un centre dramatique, depuis 7 ans, les Tréteaux de France, pas n'importe lequel, un des 38 centres dramatiques nationaux, qui a la mission d'itinérance, c'est-à-dire qu'il n'a pas de maison fixe, mais qui se niche toujours dans les lieux où on est en partenariat.
Donc ça me convient très bien, c'est toute une équipe, on pourra en parler précisément si vous voulez aussi, sur le fonctionnement d'un centre dramatique. Alors là, c'est grosso modo en préambule, un peu vous dire d'où je viens, parce que ça peut éclairer vos parcours et puis ce que vous faites. Mon souci constant, au fond, c'est de travailler sur, je dirais, l'aiguisement de la singularité. Voilà. C'est-à-dire que l'humain est tellement riche, précieux, que spéculer sur le fait de la différence de chacun et permettre à chacun d'exprimer sa différence, c'est un vrai projet politique, si vous voulez. Peut-être aussi dans un monde où l'uniformisation est de mise, où on n'a de cesse que d'être des particuliers, pour plein de raisons. La moitié de la planète étant déjà le sexe différent, ce pouvoir qui peut s'instaurer entre les femmes et les hommes, c'est déjà la première des ségrégations. Puis les origines et les racismes qui peuvent s'enduire. Donc la reconnaissance de l'autre comme étant singulier, c'est déjà très important comme base, si vous voulez. Et au-delà de cela, la place que chacun peut avoir, c'est-à-dire son tremplin et la richesse qu'il est pour le monde. Donc c'est ce chemin entre le très singulier et l'universel qui me guide. Je dis volontiers de plus en plus que nous sommes des rémouleurs dans ce que nous faisons. En tout cas, je me sens comme un rémouleur. C'est-à-dire que la métaphore consiste... Enfin, j'aime les métaphores parce que c'est ce qui nous rend humains, au fond. Cette symbolicité qui est dans le langage de la métaphore nous rend humains. Et le rémouleur, il n'apporte pas la chose, si vous voulez. Il apporte l'outil qui permet à chacun d'aiguiser son propre outil. C'est pas la même chose que d'apporter des outils aux gens dans le rapport que nous avons. Parce que faire pour les autres, parfois, c'est faire contre eux s'ils ne sont pas complètement dans le désir eux-mêmes de venir aiguiser leur outil. Et l'outil, c'est la personne, c'est l'être, qui vient à la rencontre, en fait, de son aiguisement. Voilà, c'est par lui-même. Ça, c'est d'un point de vue méthodologique et de pensée philosophique, mais ça s'applique très concrètement. Ne pas penser qu'on apporte l'outil aux gens. De même qu'on n'apporte pas la culture aux gens. On ne fait pas accéder des gens à la culture. Enfin, autant de mots qui ne me conviennent pas, et qui datent de 1959, la création du ministère de la Culture. Mais apporter la culture aux gens, il faudrait savoir de quelle culture il s'agit. Je préfère partir de l'idée que les gens sont chargés d'une culture, y compris celle de la souffrance de ne pas savoir, ou de ne pas même avoir goûté, de ne pas avoir le désir. Mais dès lors qu'on est en face de quelqu'un qui est en situation d'avoir envie d'offrir lui-même quelque chose et de faire partager ce qu'il est, et qu'on lui donne la possibilité d'avoir sa place, on est dans un aiguisement des singularités. Et toute singularité en aiguise une autre. C'est vraiment... Saint-Exupéry dit cette très belle phrase, frère, loin de me léser, ta différence m'enrichit. Voilà. Donc penser la différence de l'autre, c'est un point de vue à la fois philosophique et très concret dans le travail. Donc on peut parler peut-être ensemble d'éducation artistique si vous en avez envie, de qu'est-ce que c'est que l'éducation artistique et culturelle. Déjà les mots, qu'est-ce qu'ils disent? L'art, dans notre esprit, c'est la chose, l'art. La culture, c'est le rapport à la chose. Et très souvent, on a du mal à distinguer ces deux endroits. La question, c'est vraiment la chose, c'est-à-dire l'art. C'est un artisanat, c'est une pratique, c'est la chose. La culture, c'est le rapport que l'on a à la chose. Pas tout à fait pareil. Donc ça sent une pratique, praxis, une activité, un exercice de soi qui n'est pas tout à fait la même chose que de consommer quelque chose ou de voir l'œuvre de quelqu'un. Pas tout à fait la même chose. C'est tout à fait culturel de voir l'œuvre de quelqu'un et la pratique même du spectateur peut être une véritable pratique active. Mais ce n'est pas tout à fait au même endroit. Voir l'œuvre de quelqu'un n'est pas la même chose que de participer à cette œuvre. Alors, soyons clairs, si l'on voit l'œuvre, on y participe. Si l'on considère que l'œuvre est faite pour l'œil, ou pour la vue, ou pour l'oreille. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on parle en effet de l'art et de l'artiste, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'œuvre sans public. Il n'y a pas de tableau sans l'œil qui voit. Il n'y a pas d'œuvre qui ne soit construite parce qu'il faut l'écoute pour la recevoir. C'est-à-dire qu'un lieu de théâtre où il n'y a que des comédiens, il n'y a pas d'ailleurs de théâtre. Pour qu'il y ait théâtre, il faut qu'il y ait à la fois l'œuvre qui ouvre
et donc l'autre qui reçoit, qui soit joué, ouvert par cette œuvre. Et puis, au milieu de tout ça, une forme d'autorité qui peut être à travers celui qui fait, mais aussi l'auteur qui va être le vecteur d'un voyage poétique, imaginaire, qui va faire que nous allons nous retrouver. En fait, c'est un champ symbolique. Voilà. Symbolique en ce sens que, sans le détournement du sens qu'on y mène, c'est symbolique, c'est peu de choses, non. Symbolique au sens étymologique, c'est-à-dire du symbolon, de l'objet que l'on brise en deux, et qui fait que lorsqu'il y a une partie restante, cette partie restante fait exister la partie manquante. Voilà. C'est-à-dire que les signaux qui sont envoyés sont au-delà du signe, ça devient symbolique parce que l'autre doit achever quelque chose de ce qui est présent. C'est important comme perception. Et pour moi et tous ceux qui travaillent dans ce cadre, et puis pour le public, c'est-à-dire que c'est lui qui fait le spectacle aussi. Le public fait le spectacle. Voilà. L'autre, celui qui écoute la parole, construit la pensée, en même temps que celui qui tente de prononcer. Donc c'est une rencontre, c'est une correspondance, voilà, qui se crée. Et d'ailleurs, on retrouve la question de l'autorité dont on parlait tout à l'heure. C'est la même chose au fond. Hein. C'est une augmentation par le fait que l'autre se sent partie prenante de la chose. Les mots donc donnent à voir, des images la plupart du temps, des pensées. Donner à voir et donner à entendre, c'est pas tout à fait la même chose que avoir une langue qui est une langue d'injonction. Voilà. Donner un ordre, c'est pas la même chose que de donner à penser, de donner à voir. Donc c'est là que je me situe, que nous nous situons dans le travail politique et concret. Donc avant tout l'œuvre, créer des œuvres, des objets théâtraux. Voilà. Et puis comme il n'y a pas d'œuvre sans pratique et pas d'œuvre sans public, tout le chemin culturel qui fait que nous partageons des outils, des pratiques pour toujours être œuvrés voilà, par cela. Donc c'est beaucoup d'actions artistiques et culturelles. Voilà. Donc artistique quand il s'agit de pratique, et puis culturel quand il s'agit du rapport à cette pratique ou du rapport à la chose. Voilà, j'essaie au mieux de participer dans des groupes de pression ou de travail autour de l'éducation artistique et culturelle. Nous avons une coopérative qui s'appelle l'éducation par là, peut-être que vous irez voir, ça s'appelle Pour l'EAC, pour l'éducation artistique et culturelle. Des lieux de formation et de transmission, comme j'ai nommé pour l'ARIA. Les Tréteaux de France font également ce gros travail de formation et de transmission. Et puis, j'étais tout à l'heure, par exemple, avec le ministre de la Culture, à midi, c'est important quand même de savoir qu'à chaque fois qu'il y a un ministre de la Culture, nous allons l'emmener, je tiens ses propos, en gros, on peut résumer de ce que je viens de vous dire, mais au fond, comment transformer une politique culturelle, en fait, hein, qui existe depuis les années 59. Rappelez aussi que la France est unique de ce point de vue-là. C'est une grande richesse. Nous nous plaignons beaucoup, nous avons raison, toujours demander un peu plus, mais c'est plus dans le sens qu'il faut aiguiser la chose, parce que l'acte lui-même, il est très important. C'est-à-dire qu'il y a une politique culturelle en France, importante. À nous, toujours de l'infléchir, dans le sens de l'émancipation et du partage, plutôt que dans la consommation, etc. Donc c'est là qu'on intervient, on dit attention, les signaux ne sont pas... Voilà, un pass culture à 500 € donné à des jeunes gens de 18 ans, encore faut-il savoir pourquoi on donne cet argent, et pourquoi c'est sous forme d'argent, déjà, pourquoi l'argent, et c'est pourquoi faire surtout, et oui, donc, parler du pass culture, c'est ça, parler de culture près de chez vous, qui est un plan que la ministre précédente a mis en place, et à chaque fois, il faut infléchir cette politique-là pour la faire aller dans le bon sens, celui qui nous semble être le bon sens. Le bon sens, c'est celui de la citoyenneté, de l'équité territoriale également. Partout dans un pays, y compris ultramarin, nous bénéficions tous en tant que citoyens des mêmes outils, des mêmes capacités, des mêmes pistes d'envol, des mêmes tremplins pour chacun, dans le cadre de l'école, dans le cadre du temps hors temps scolaire, voilà, auquel vous participez sans doute également, et puis dans les lieux de transmission. Hein, voilà. Les lieux de transmission, c'est essentiellement la famille, la plupart du temps, l'école, en deuxième lieu, les associations, et moi je dois énormément à tous ces endroits-là, à chaque fois, et puis après les lieux de la citoyenneté accomplie, c'est-à-dire du service public, qui sont là pour parfaire cette formation continue, au fond. Moi je parle très, très volontiers d'élévation permanente, par exemple. Oui, une élévation permanente. Parce que quand on parle de l'école, on sait qu'un élève s'élève. Mais au fond, après, ça s'arrête, quoi. Et nous avons tous envie, en fait, de continuer cette élévation tout au long de notre vie.
Donc voilà, je fais en sorte que dans les fondamentaux de l'école, il n'y ait pas seulement lire, écrire, compter et respecter autrui, ce qui est déjà pas mal, mais lire, dire, écrire et compter, respecter autrui. Et le dire me semble très important. Et de faire entrer dans l'école l'idée d'une véritable prise de parole par les auteurs, de passer du bavardage à la parole, de la gesticulation au geste, de l'excitation à la concentration, et de sentir que dans le cadre de l'école, on peut déjà être dans un cadre de citoyenneté. Pour tenter d'être du polémos à la gonne, on le voit en ce moment dans les insurrections dans lesquelles nous sommes une période insurrectionnelle. Bon. Donc c'est important, c'est quand tout d'un coup la colère devient violence, parce qu'il n'y a pas de possibilité de se faire entendre, parce qu'on n'a pas mis en place des espaces de véritable dialogue et d'écoute et de respect, de considération, d'égalité, etc. Lorsque l'injustice prend place, la violence très souvent, la pulsionalité prend le dessus, on peut même dire l'animalité, c'est un rapport pulsionnel. Donc ce rapport à la pulsion, c'est quand même très important, surtout quand ce rapport à la pulsion est très souvent engendré aussi dans des violences permanentes de la langue, par exemple. Le monde du marketing, de la publicité, du mensonge véhiculé en permanence sur nos vies, on ne prend pas trop soin du citoyen. Donc, les lieux de théâtre sont les lieux de symbolicité où on peut retrouver une certaine vérité dans cet espace de l'imaginaire. Bon. Enfin, c'est un petit moment comme ça d'échange pour moi, pour vous dire le cadre, parce qu'après j'ai envie de répondre à vos questions, puis surtout de converser avec vous, de dialoguer, de voir comment ça vous parle ou pas. Voilà. Qu'est-ce que nous faisons ensemble surtout, hein. Est-ce que nous sommes soucieux de l'élargissement, par exemple, des publics? Quand je remarque que nous ne sommes pas dans une grande diversité, si vous voulez, nous ne représentons pas la rue. Hein, nous ne représentons pas la rue. Donc là, il faut à chacun nous poser des questions. Moi, je passe mon temps, les équipes entières passent leur temps à cette réflexion. Hein. Je suis professeur au Conservatoire national, il y a depuis 4 ou 5 ans maintenant, une transformation au Conservatoire, une volonté d'élèves sur le plateau qui représentent un peu plus la rue. Donc sans que ce soit si vous voulez, sous forme de quotas, sous forme de politiquement correct. Non, il y a aujourd'hui des actrices et des acteurs qui naissent aujourd'hui sur les territoires, dont on a besoin, tout simplement. Oui, dont on a besoin de la différence et des singularités, justement. Donc nous sommes loin et les sont toujours un peu les mêmes. C'est comment mettre une porosité entre l'œuvre et l'autre. Et c'est la question que se pose Copeau ou Jouvet du Charles Dullin dans les années 50. La question est toujours là. Qu'est-ce qui fait étanchéité, si vous voulez, entre l'art et nos concitoyens, l'art et nous, au fond, quoi. Sauf que nous sommes passionnés. Et c'est notre oxygène, c'est notre source. Mais d'autres ne sont pas du tout à cet endroit. De quel droit nous aurions la possibilité de leur dire, dis donc, allez nous voir à la source. Et nous savons que c'est ce qui nous rend humains. Voilà. Pas forcément plus humains, je ne sais pas, mais en tout cas, plus de conscientisation, plus d'esprit critique, plus de discernement. C'est bon pour l'homme. Voilà. Sachant qu'on rend les gens beaucoup plus pulsionnels, beaucoup plus dans un rapport grégaire d'instinct, si vous voulez, et pas de capacité de discernement. Les gens spéculent sur la pulsionalité des autres. On cherche même parfois à raboter un peu les cerveaux. Hein. Quand on parle de cerveau disponible, quand on voit comment on utilise les outils, les artefacts aussi en général de l'art pour vendre du produit, c'est-à-dire de manière sophiste, quoi, et ce sont les outils de l'art qu'on utilise en publicité. Hollywood est né de la volonté d'écouler des cigarettes, de l'industrie cigaretière et des voitures des usines Ford quand même. Hein. Il fallait que chaque comédien fume, femmes et hommes, et on se conduise des voitures. Le cinéma était là pour vendre. On l'oublie beaucoup. C'est un art aussi qui a une ouverture plus importante d'émancipation, mais au fond, c'est aussi un outil qui est très souvent utilisé pour un petit peu moins le théâtre, parce que le théâtre, tout compte fait, réunit peu de gens. Tout compte fait. Hein. On peut être 2000 spectateurs d'un cours d'honneur du Palais des Pâtes, ça n'est que 2000 spectateurs. C'est pour ça que le théâtre importe peu certains. Parce que c'est pas, alors que c'est un art extrêmement subversif. Extrêmement subversif. Puisqu'il est basé sur l'individuation plutôt que l'individualité. Sur la capacité de chacun à être soi-même
à prendre la parole. Alors moi, je ne cesse que de tenter de rendre fervent des jeunes gens à cet art et surtout de les amener à apporter leurs différences. Et à se rendre compte que j'en ai besoin. Moi, je reçois, je m'inspire de cette rencontre. On passe notre temps, voilà, ça, avec des équipes entières. Voilà, Carole sur toute l'action artistique et culturelle, sur un grand nombre de projets que nous avons. Et nous dépensons l'argent des concitoyens, le nôtre, le vôtre, voilà, à accroître ces publics, voilà, à les augmenter, à les chercher là où ils sont, etc. On peut parler de ça si vous voulez. C'est toujours des mécanismes d'action culturelle à chaque fois, vous connaissez. Hein. Robert Alouchi. Oui. Juste pour répondre à votre demande de dialogue, d'abord je voudrais vous dire que votre introduction sur vous, sur votre passé, sur les moments très importants que vous avez traversés, peut-être vous posez la question de leur utilité. Alors je voudrais vous dire que vous avez touché en moi des souvenirs d'enfance. On a Henri Cordreau, que vous avez dû connaître, c'est la même génération, et que moi en Algérie et vous en France. Pierre Vial peut-être Pierre Vial. Non, mais attendez, un autre avec qui j'avais fait. Alors il y avait ces stages du premier degré, du second degré, où à la fin de 5 semaines, on montait une œuvre, comme vous dites, avec toutes ces participations. Donc merci d'avoir comme ça réveillé un souvenir. Ça c'est juste une parenthèse. Pour vous dire que c'est bien de se raconter. Parce qu'on ne sait pas ce que ça touche chez l'autre, ce que ça réveille, et c'est très important, ce moment de violence, et aussi la rencontre. Parce que c'était très différent. Moi, j'étais en Algérie, on avait sûrement pas le même âge, mais à 10 ou 15 ans près, on a rencontré les mêmes gens. Et cette rencontre avec l'éducation populaire, à la jeunesse et au sport, etc., avec tous ces gens-là, donc ça parle, hein, ça me parle. Donc je voudrais revenir sur ce que vous avez dit comme très important, la notion d'œuvre. Ça me paraît, c'est un mot, c'est un concept et c'est fort. Et je me demandais si ça vous tenterait de nous dire ce que vous entendez par œuvre. C'est comme un objet quand même très, très particulier, ce mot œuvre. C'est pas seulement la production, c'est probablement quelque chose pour vous aussi de plus important. Par exemple, un atelier que vous faites, est-ce une œuvre? Point d'interrogation. Voilà. Je ne sais pas si vous lancez sur cette ligne, ça vous intéresse. Bien sûr. En fait, moi je prends souvent les mots tels qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils veulent dire. L'œuvre, elle ouvre. Œuvre, ça ouvre. Les œuvriers. Alors, mais ça travaille. Ça travaille, bien sûr. Oui. Hein, ça ouvre, ça œuvre, ça construit quelque chose. Donc l'idée de faire ensemble quelque chose, alors, on peut faire une œuvre seule, mais comme je disais, dans l'œuvre, et tout dépend où on se situe. Si l'on passe la petite barrière de ce qu'on appelle le service public, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on travaille dans l'idée citoyenne du collectif qui partage, c'est un chemin. On ne peut pas dire à tout artiste qu'il a nécessairement une obligation, par exemple, de faire une œuvre qui va être œuvrante. Il peut la faire aussi pour lui. Le premier bénéficiaire de son œuvre, ça peut être tout à fait lui-même. L'accroissement de lui, c'est déjà extrêmement important. Hein, parfois, ça n'est qu'après que Van Gogh aura fait, parfois sous la tutelle du docteur qui lui commande des œuvres, justement, pour parfois les vendre, les utiliser, ou bien Théo, ou bien même Gauguin, qui a parfois profité de sa capacité de créer, Van Gogh. Mais lui-même avait besoin du jaune, le jaune, le jaune, le jaune. Il le disait, hein, il écrit dans les lettres le jaune, le jaune, le jaune. C'est-à-dire que pour lui, il est transformé par le jaune. Lorsqu'il arrive en Provence, hein, par exemple. Bon. Mais il en a besoin pour lui, son oxygène, c'est sa façon de faire. Donc l'artiste n'a pas nécessairement vocation à être dans un champ de citoyenneté, mais lorsque nous parlons de service public, c'est pour ça que je me permets vraiment de parler de la chose politique, si vous voulez. Il n'est pas concevable que lorsqu'on fait une œuvre dans un centre dramatique
C'est ça que j'essaie de répondre à votre question, mais tout dépend de l'endroit où on est par rapport à cela, hein, l'artiste individuel ou bien l'artiste collectif. Dès lors qu'on dirige un centre dramatique ou qu'on a une mission de service public, nous devons de faire en sorte que l'œuvre œuvre. Elle est pensée pour le public. Il n'y a pas d'œuvre sans public. Voilà. À cet endroit de la citoyenneté. Pas pareil, et c'est important pour moi. L'œuvre qui est celle qui est offerte et qui est partagée, qui a un chantier mis en place avec l'argent de nos concitoyens, elle se doit d'avoir un esprit de don, de mise en communion, enfin, ou en partage. L'artiste qui œuvre seul, par rapport à lui-même, le poète, très souvent, et pas toujours. Il y a des poètes qui ne pensent qu'au public, qu'à être lus, c'est-à-dire qu'ils n'existent que parce qu'ils seront lus. Oui. Et puis il y a celui qui écrit simplement parce qu'il a besoin de parfaire totalement aiguiser sa propre sensibilité. Mais lorsque Rimbaud écrit et qu'il envoie sa lettre à son professeur démuni ou à Isambard, il faut dire je me rends compte que je suis un autre quand j'écris. Il essaie d'exprimer très clairement. Il dit je est un autre. Peu importe si le bois se réveille violent. On me pense. Il écrit on me pense. Il a besoin de le dire. Il a besoin de faire lire pour que le poème existe. Et il ne se dit pas seulement je suis un poète maudit et je fais les choses tout seul. Oui. Donc l'œuvre, c'est quand même une production. C'est une mise hors de soi. C'est un accouchement de quelque chose. Voilà. Après, dans la distinction qu'on peut en faire, les œuvres majeures du patrimoine de l'humanité, pour notre inventeur des politiques culturelles, André Malraux, ou bien l'œuvre de Madame Martin, qui faisait un travail avec sa classe, qui construisait un petit château de morceaux de bois, pour que tout ça tienne ensemble, que les cases se fassent avec une brindille de chacun, c'est aussi une œuvre, c'est aussi un travail, c'est aussi une action commune qui est faite, éphémère sans doute, mais c'est une création. Voilà. Le stage de réalisation qui nous a fondé, dont nous parlons, 5 semaines de formation qui mélange des amateurs, des professionnels, des éducateurs, des enseignants, des participants de pays étrangers, pour construire un spectacle, des spectacles. Ce sont des spectacles issus de la formation qui sont faits pour être vus. Il y a toujours en face de ce terme de stage de réalisation la présentation à un public, et même à un large public, sinon. Sans billetterie, sans système, si vous voulez, qui consiste aux politiques, aux pratiques culturelles. C'est pas ça dont on parle. C'est que l'œuvre va être partagée, le pain va être mangé ensemble. Et on pourra en juger, non pas d'une manière négative et positive, j'aime pas seulement, c'est aussi en définir la saveur, en parler, s'éduquer même politiquement autour du sujet, acquérir de la conscientisation, de l'esprit critique. Voilà. Et cette œuvre qui construit. Voilà. Alors il y a les deux pour vous répondre. Il y a l'œuvre individualiste, qui consiste à faire quelque chose pour soi. Il y a celle qui n'est construite que parce que l'autre l'a fait en même temps. Voilà. Et tout ça, c'est de la pratique, c'est de la construction, c'est du... Voilà. Et moi, je ne mets pas tant de différence que ça entre une œuvre éphémère, parfois maladroite, ou... Dès lors qu'elle est partagée, me semble une œuvre œuvrante. Voilà. Et je l'aime comme ça. Enfin, voilà. Ce que je n'apprécie pas trop, c'est quand les artistes sont des êtres deus ex machina, c'est-à-dire qui naîtraient du talent. C'est pour ça que je cite Madame Martin, M. Richard, M. Fauché, parce que si je peux en avoir un peu, en vieillissant, en acquérant un petit peu de savoir-faire, je le dois à ceux qui m'ont transmis tout ça. Et je ne connais pas de Rimbaud qui soit Rimbaud sans avoir Isambard, sans avoir des Demuny. Mais quand je dis ça, vous comprenez tout ce que je veux dire. C'est-à-dire que sans les Grecs, sans les Latins, sans Ian Manapès le Sphondé, sans toute la langue grecque, sans tout le latin qu'il avait incubé, si vous voulez, par cet élève qui devait être assez surdoué quand même, à 14-15 ans. Vous vous rendez compte ? Et c'est comme ça qu'ils pondent, ces alexandrins qu'ils pondent et qui transforment la poésie et l'alchimie du verbe que cela provoque. Donc toute cette chaîne d'éducation, de transmission, voilà, elle est première, quoi. Et cela crée des talents, cela crée des artistes, et ce ne sont pas simplement des gens qui sortiraient comme ça du lot, qui auraient une espèce de grande capacité. Voilà. Donc notre société de consommation, elle a beaucoup transformé tout cela. Parce qu'aujourd'hui,
un artiste ou une artiste, déjà, c'est une acception, ce sont des termes qui sont très galvaudés. On peut dire des vedettes, par exemple. Oui, déjà, le mot commence à devenir un peu dérisoire. Voire des stars, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Donc, c'est déjà des termes très éloignés qui ne sont pas vus. Et même les enfants de stars sont elles-mêmes des stars. Quoi. Donc, oui, tout d'un coup, des artistes font des artistes, comme des chiens font des chats. Oui, non, un artiste ne fait pas un artiste. Une star ne fait pas. Vous voyez que notre monde est complètement perturbé par tous ces. Mais l'œuvre, c'est une expression. On s'exprime, on exprime quelque chose. Tout à Même fait. si on l'exprime que pour soi. C'est-à-dire que moi, je me souviens quand j'étais jeune, j'écrivais des poèmes pour moi-même. Oui. Mais je dialoguais avec moi-même d'une certaine façon. Absolument. Et j'exprimais quelque chose. Donc je sortais du jus. Oui. Pour pouvoir le reconsommer peut-être. Et peut-être aussi pour que quelqu'un s'en saisisse. Donc pour moi, c'est faire œuvre, c'est aussi chercher la relation. Avec soi-même, vous l'avez dit, et puis avec l'autre, donc dans l'autre qui est en soi, voilà, qu'on passe sa vie entière à chercher, à rencontrer, à combattre. Mais aussi l'autre, le monde, bien sûr. Voilà, ça c'est votre rapport à l'œuvre, oui, d'autres. Si je puis me permettre, ça m'interroge beaucoup. Je travaille en particulier dans des lycées et les centres dramatiques nationaux, quand ils accueillent le travail qu'on fait avec les élèves, mais le ministère aussi nous parle non pas d'œuvres qu'on créerait, mais de restitution. Ce terme de restitution, je me bats beaucoup contre parce que, justement, j'ai l'impression qu'on enlève alors aux élèves avec qui on travaille, aux jeunes gens avec qui on monte des spectacles, on leur enlève presque tout le chemin qu'ils ont fait en disant qu'il ne s'agit. D'où vient ce terme de restitution, vous qui pratiquez un peu les. Est-ce que je m'interroge beaucoup sur ce qu'on ne parle pas d'œuvre, on ne parle pas de création, on parle de restitution. Parce que tous les mots prennent du sens, si vous voulez, sur les mêmes mots ressassés. Par exemple, nous dépendons avec madame de la décentralisation théâtrale. Donc la décentralisation, c'était ce mouvement, la première décentralisation, Jacques Copeau, Charles Dulin, enfin je ne sais pas l'histoire, puis la deuxième décentralisation avec Dasté, Jouvet, enfin Dasté, tous les centres dramatiques, etc., Gilles, dont on parlait. Aujourd'hui, la décentralisation, c'est en fait le transfert de compétences, d'argent financier de l'État vers les régions. Et ça s'appelle la décentralisation. Donc quand le ministère parle de la décentralisation, on ne parle pas du tout de ce que nous dans le jargon. Vous voyez, l'élève, on a essayé le plus possible d'éveiller l'attention du corps enseignant et des inspecteurs, devenait progressivement l'apprenant. C'était plus un élève qui s'élève. Et ça n'a pas marché parce qu'on a mis des holas sur les termes. Bon, l'œuvre, c'est tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'on va dire une restitution pour un atelier, pour un stage. Et en effet, c'est une œuvre. Moi, je pense vraiment que c'est une œuvre. Simplement, c'est pas une œuvre marchande, c'est pas une œuvre vendable, c'est pas une œuvre. Elle n'a besoin que d'être partagée. Mais bien sûr que c'est une œuvre. Oui, non, sur le même terrain, c'est-à-dire que moi, je suis inscrite aussi, mais il y a, par rapport à le rapport entre l'éducation nationale et le monde du théâtre professionnel, par exemple, moi ça fait 20 ans que j'enseigne dans ma classe, que je fais des spectacles, et je n'ai jamais réussi à faire restitution dans un théâtre. C'est-à-dire que j'ai toujours porte close, c'est-à-dire que jamais un théâtre n'accueille une classe pour qu'ils puissent se produire sur une salle. Alors des fois il y a les mairies qui ont une salle qui ressemble, c'est la salle des mariages, tout ça, mais on est vraiment confrontés, on a un mur en fait. Et du coup on peut faire des classes à part, tout ça, mais même pour ça, on arrive à avoir un artiste dans la classe, mais on n'arrive pas à avoir d'endroit qui s'appelle un théâtre, où nos élèves pourraient venir. Alors jouer des fois ils pourraient accepter, mais alors répéter c'est impossible. Alors que ce sont des théâtres qui sont souvent vides au moment où nous en fait on fait classe, c'est pas le soir, donc et ça c'est vraiment il y a vraiment on n'est que des enseignants, des instits, on a la prétention de vouloir jouer dans un théâtre, on a vraiment ces retours là en fait. Et il me semble que quand Jack Lang était à la fois à l'éducation nationale et à la culture, on avait plus d'ouverture
on était mieux considérés en tant qu'enseignants pour aller vers l'art, et que maintenant ça s'est refermé. Et bon, à Paris, il y a quand même plein de théâtres et c'est toujours porte close. Voilà, donc là, il faut toucher les théâtres publics, en fait, hein, parce que les théâtres privés n'ont rien à faire avec ça. Donc il y a beaucoup de théâtres, mais Paris est rempli de théâtres privés. Voilà. Les théâtres publics, il y en a peu. Des centres dramatiques, il n'y en a aucun à Paris. Hein. Il y a eu un moment le théâtre ouvert qui était en CDL, mais qui n'est plus. Il faut toucher les lettres de la première couronne, vers Saint-Denis, Gennevilliers, Aubervilliers, etc. Et là, normalement, les directrices et directeurs des centres dramatiques accueillent, mais ils accueillent davantage la communauté autour d'eux. J'imagine que, je ne sais pas dans quel quartier vous êtes, le quartier parisien. Voilà. Paris, donc là c'est difficile. Après, ce qu'il faut peut-être tenter de renforcer, c'est il n'y a pas d'établissement scolaire sans un théâtre, sans un lieu, une vraie salle digne de pratique artistique, de représentation théâtrale. Il y a des pays où c'est le cas, nous sommes loin encore aujourd'hui, bon, dans les architectures, le temps, c'est évidemment très cher, etc. Mais penser à un lieu de représentation devrait être obligatoire dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle, dans chaque établissement scolaire. Pardon ? Puis ça fait entrer du public dans l'école. Oui. Ça fait circuler. Bien sûr. Enfin, c'est la place en fait de l'éducation artistique dans l'école qui est définie là. Est-ce que vraiment c'est un objet central ou est-ce que c'est quelque chose de très périphérique, cerise sur le gâteau, fait par l'enseignante passionnée et qui ne concerne qu'une personne ou deux Et est-ce que le problème dans un cas comme ça, parce que moi j'ai eu le sentiment d'avoir entendu cette histoire plusieurs fois, c'est que là le projet est mené par l'enseignante et elle n'est pas considérée comme une artiste, aussi passionnée soit-elle. Si elle n'est pas accompagnée par un artiste, on estime qu'elle ne pourra pas elle-même faire un atelier théâtre. Et aujourd'hui on constate, c'est-à-dire si on n'est pas artiste, si on n'est pas en création, si on n'est pas sur le plateau, on ne pourra pas prétendre, même si on, aussi bon pédagogue qu'on est, aussi passionné voilà, même si on aime transmettre, ça ne suffira pas, cette étiquette ne suffira pas. Il faudra prouver qu'on est artiste et qu'on est en activité. Donc j'ai l'impression que si tout à coup Joanne avait cette casquette de à côté de ça je suis comédienne, là les portes s'ouvriraient. Et là elle est simplement enseignante. Donc est-ce qu'il n'y a pas un certain mépris des personnes qu'on ne peut pas créer parce que si on n'est pas artiste, on ne peut pas créer. On ne peut pas faire œuvre. Après, le partenariat est formidable. C'est-à-dire que ce que nous prenons, évidemment, c'est le partenariat entre l'enseignant et ce qu'on appelle l'artiste. Mais est-ce qu'il est obligatoire du coup ? Il est très riche, si justement il est très riche. Il peut élargir la pensée de l'enseignant et la pensée de l'artiste également, d'être confronté à la classe et de travailler comme ça. Donc une plus grande formation conjointe, par exemple, c'est vrai que j'insiste beaucoup sur la question de la formation conjointe entre artistes et enseignants, résoudrait le problème. Il y avait les universités d'été autrefois qui formaient, qui avaient justement les deux passions qui se mêlaient. Et puis la quatrième, ça a arrêté, on n'a plus eu de budget, ça s'est arrêté. J'en profite pour vous présenter, parce que certains parmi vous ne la connaissent pas, Gisèle Barré, qui a été enseignante ici à l'Institut pendant de nombreuses années, est également enseignante à Montréal. Voilà, donc qui a beaucoup écrit sur l'expression dramatique, notamment. Absolument. Donc le partenariat est très riche, en effet, enseignant-artiste. Nous n'avons de cesse que cela. C'est les vrais moments ont été la conjonction jeunesse, éducation, culture. Éducation populaire avec jeunesse et sport. Et même le ministère de l'Agriculture, parce que les lycées agricoles sont parfois beaucoup plus en avance que certains établissements scolaires dans leurs équipements dont je parlais tout à l'heure. Il y a très souvent dans un lycée agricole un lieu de représentation et des animateurs socio-éducatifs qui sont très très performants. Et pas seulement, si vous me permettez, absolument tous les autres. On avait sorti un livre sur la formation se met en scène et où il y avait tous les camps, les autres camps que les autres champs culturels qui faisaient appel au théâtre, qui faisaient théâtre d'absolument tout événement. Ici, c'est théâtre, il y a public, etc. On a tous les ingrédients, on a les concepts de base du théâtre. Donc, le problème aussi, c'est apprendre à transformer quelque lieu que ce soit en ce lieu magique où il y a cet échange, n'est-ce pas ? Et comme maintenant, c'est un moment théâtral. Si on prend la métaphore du théâtre, elle est là.
on le vit. Alors après, il faudrait qu'on se mette en construction d'un imaginaire. Donc là, nous sommes dans du réel, tout compte fait. Mais si nous mettions en chantier un imaginaire ensemble, aux 40 que nous sommes, ce que nous avons fait tout à l'heure, on met des mots ensemble, qui tout d'un coup, que nous dialoguions avec un auteur, là, il y a théâtre. C'est-à-dire qu'au théâtre, il faut qu'il y ait quand même l'objet de convergence qui est un endroit symbolique d'imagination. Voilà. Mais bien sûr qu'on peut faire théâtre tout le temps. Ouais. Ça n'a rien à voir, mais moi je fais partie un peu d'un... Je suis un mouton noir par rapport à tout le monde, j'ai l'impression, parce que j'ai rien à voir avec l'enseignement, même avec l'université. J'étais un cancre, je n'ai pas du tout réussi mes études. Me retrouver là, c'est comme si j'étais sur une autre planète, et je vous comprends parfaitement, et j'aurais rêvé d'avoir un prof comme vous, parce que je comprends tout. Et pendant très longtemps, j'ai eu l'impression d'être un idiot, parce que je ne comprenais rien. Et la question que je me pose, c'est rien, je fais simplement, voilà, c'est pour dire qui je suis à peu près. Et la question que je me pose, c'est par rapport à vous. Je voulais savoir, ça n'a rien à voir avec l'enseignement et tout ça, mais comment vous gérez votre temps? Et c'est un truc. Ouais, non, mais vous avez raison, c'est intéressant parce que c'est une question qui m'est posée régulièrement. C'est-à-dire que je ne fais que ce qui me plaît, déjà, et je suis absolument addict de ce que je fais. C'est-à-dire que c'est une passion, mais je ne dors pas énormément, et je fais tout dans le même sens, mais à des endroits qui sont complémentaires, mais c'est le même sens. C'est-à-dire que ma journée, elle est faite d'un moment de réflexion autour des politiques culturelles. Voilà. C'est-à-dire que je sais qu'en travaillant sur cet objet qui va donner un écrit, qui va donner un acte concret, un conseil, puisque je fais partie du lieu de conseil, qui vont faire qu'à l'école, on va éviter de mettre dans le périscolaire ou dans l'extrascolaire quelque chose et qu'on tente de faire dans la classe, de parler de la formation des enseignants, parler des SP, c'est l'école supérieure des professorats d'éducation, vous connaissez, enfin c'est lieu de formation, c'est un travail au quotidien. Rencontrer un ministre, c'est très très important, vous voyez, c'est au moment où il arrive surtout, hein, c'est lui qui m'a donné un rendez-vous il y a un mois, vous voyez, parce que je fais partie de groupe de pression, hein, c'est pas ma personne, nous représentons collectivement des gens qui travaillent. Alors c'est passer son temps à la question de la politique culturelle, à l'éducation, à la formation. J'enseigne au conservatoire les lundis, je rentre au conservatoire et j'en sors 8 heures plus tard sans avoir bougé en fait de mon siège ou de la pièce dans laquelle je suis. Et l'artiste. Je joue le soir l'échange de Paul Claudel à Sceaux en ce moment même, et je pars au TNP cette semaine. Et si vous voulez, tout ça c'est une même... Mais alors j'essaie d'entretenir totalement mon travail artistique de comédien. Je ne suis pas que, par exemple, professeur d'art dramatique, ce que je ne conçois pas. Je ne suis pas professeur, je suis compagnon avec des jeunes gens de 20 ans aujourd'hui en France, comme je vous disais, dont on a élargi le cadre des origines parce qu'ils nous représentent davantage. Et je leur parle comme je vous parle, dans un rapport qui n'est pas professoral, mais qui tente toujours de leur permettre de construire, eux, leur personnalité et leur singularité. Donc, quand on a un peu, avec quelques décennies de travail, cherché l'objectif, aiguiser la singularité, pour moi, c'est un projet politique, encore une fois. Parce que le monde s'uniformise, que nos outils techniques, non pas sont des... Je travaille avec un philosophe qui s'appelle Bernard Stiegler, peut-être que vous connaissez, qui parle exactement de ces questions-là, parce que c'est un philosophe de la technique, ne pas fuir la technique, mais permettre que cette technique soit émancipatrice et non pas aliénante. Si nous laissons le champ libre à tous les marchands qui utilisent la technique pour raboter nos cerveaux... J'ai vu ses cours sur Internet, ça m'a bouleversé en même temps, parce qu'il parle d'un endroit que j'ai bien connu, la clinique de la Borde où j'ai passé toute mon enfance. Oui. Et il parle de ça en exemple. Exactement. Et ça m'a bouleversé. Bien sûr. Parce que c'est... Et là, vous parlez des huiles que je ne savais pas. Je savais plus quel je savais qu'il était professeur au conservatoire. Enfin, il y a un an de cours qui passe comme ça. C'est incroyable. Je fais découvrir à tous les amis. Mais personne ne veut voir. Alors, allez sur Ars Industrialis aussi, qui est l'association que Bernard a fondée, et qui est une association de contribution. En fait, c'est ce que nous faisons là. C'est-à-dire comment contribuer à l'élévation de chacun. Voilà. Déjà, c'est un vrai projet, un vrai projet politique. Bon. Et moi, l'art dramatique est un outil de réflexion citoyenne, parce que le théâtre est né avec la démocratie, pour la démocratie. Donc, on peut aider à une démocratie supplémentée par la capacité de mettre en chantier de l'imaginaire. Voilà. L'imaginaire qui fait faire un petit pas de côté très souvent. On parlait de la métaphore. Nommer par une métaphore quelque chose,
c'est faire appel à un petit décalage. C'est pas très concret. Par excellence, c'est plus transcendantal. Une métaphore, qui plus est si c'est un oxymore, oui, si ça met en contradiction des choses, c'est riche. Donc la langue, c'est le deuxième endroit pour moi. Aiguiser la singularité. Et le deuxième lieu, c'est la langue. Voilà. Je pense beaucoup à Francis Ponge qui dit « Servir la République, c'est donner force et tenue à la langue ». Parce que la langue, c'est un objet symbolique. Donc nous parler, et j'ai évoqué cela en premier lieu, vous voyez, celui qui parle, c'est celui qui écoute. Il n'y a pas de parole sans oreille. À condition que cette parole autorise, encore une fois, augmente. Hein, c'est le petit préfixe indo-européen, aug, augmenter, auctor. Hein, l'auteur, c'est celui qui augmente. L'autorité, c'est ce qui augmente, ce n'est pas la discipline. Donc ces endroits d'autorité qui sont à recréer, hein, on peut en parler d'un point de vue politique. Hein. L'autorité, comme je dis, elle se reconnaît. Ce n'est pas la même chose que subir le pouvoir de ce que nous subissons. Par exemple, le visible. Hein. Le pouvoir politique s'empare du visible. Vous l'avez vu, notre président de la République, pouf, il rentre dans le champ symbolique, il se met devant la pyramide, il arrive de gauche à droite, dans le sens de la lecture, d'une certaine manière, dans un certain rythme. C'est du théâtre, hein, vous l'avez vu, mais c'est purement symbolique. C'est-à-dire des conseillers en communication savent très bien, hein, dans des journées comme il a pu les vivre, hein, je reprends juste le début de son quinquennat plutôt. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment ça, mais tout d'un coup, des gens pensent symbole. Hein, ils rentrent à un endroit, boum, il faut que ça passe. Mais c'est dans le pouvoir de l'image. C'est très sophiste, c'est-à-dire c'est pour téléguider des gens à voir quelque chose. C'est pas la même chose que l'autorité. Et le pouvoir du visible, nous sommes sous cette tutelle-là. Nous, ce que nous réclamons, en fait, c'est l'autorité de l'invisible. L'autorité de ce qui se construit et s'invente avec l'autre. Par cet endroit qui consiste à ce que l'autorité, elle est reconnue toujours par l'autre qui la désire. Mais alors, justement, je suis assez contente qu'on reparle d'autorité discipline, parce que c'est... Alors là, pile dans... Dès qu'on va intervenir dans les écoles, oui. dans des classes oui. où les élèves n'ont pas choisi de oui, faire du théâtre, ouais. c'est-à-dire justement pas l'ARIA, pas le conservatoire, oui, aussi ouvert soit-il. Oui. On se retrouve, pour ne pas dire on se heurte à, oui, des jeunes gens qui sont donc captifs et qui en général n'ont donc pas choisi de travail, et pour qui l'adulte que nous représentons quand on vient intervenir est une figure d'autorité, mais dans le sens disciplinaire. Et ils sont face à nous, mais pas avec nous en fait. Et en fait, leur premier réflexe n'est pas de voir en nous l'autorité qui grandit, mais plutôt l'autorité qui vient distiller quelque chose. Voilà. Et du coup, je me demandais concrètement comment on fait pour désamorcer en fait cette vision autoritaire. Autoritariste, c'est ça, c'est bien l'autoritarisme dont il est question et pas l'autorité. Comme quand on parle d'individuation, c'est pas l'individualisme dont il est question. Là, vous avez entièrement raison. Donc déjà le projet, encore faut-il qu'une petite communauté comme nous la formons ici, autour de Bernard, autour de ce que vous faites, enfin ce que vous faites, nous unisse dans déjà ce que nous cherchons ensemble. Si ça c'est le projet, nous cherchons ensuite des méthodes pour venir à ça. Donc après en effet, tout se passe à cet endroit. C'est-à-dire la posture que nous avons, parce que c'est un jeu. De quelle manière nous entrons dans la classe. Mais on pourrait le dire à l'enseignant, hein, la posture de l'enseignant. Ce n'est pas la question de tenir sa classe, comme le ministre Châtel l'avait dit, mais c'est quelle langue il a avec les élèves, quel endroit il cherche à obtenir avec l'autre, c'est-à-dire un endroit d'autorité, de celle dont on parle, et comment l'autre va la reconnaître, sinon on va dans le mur. Donc déjouer les pièges de « ouais, monsieur Bouffon, c'est parti, hein, il y en a un qui le fait ». Et hop, tout le monde est parti, c'est fini. Donc comment on arrive à déjouer ça, à ne pas rentrer dans le jeu. Donc c'est du jeu. Et là, c'est un gros travail. Bernard pratique c'est totalement ça. Mais on parle de cet endroit-là. Hein. Comment on donne envie aux autres d'écouter. Mais c'est ce qui se passe sur un plateau. Comment j'entre sur un plateau. Or, j'ai constaté quand même qu'il y a une forme de désir, quoi qu'il arrive. Il y a une forme de désir. Qui est que le crédit est très maigre, hein, tout petit, il dure quelques secondes. Ouais.
Ouais. très faible. Voilà. Ensuite, hommes et femmes, ça joue beaucoup. C'est très difficile, je le sais, donc je parle pour la moitié d'entre vous, c'est une question essentielle. Mais tout dépend donc de la préparation dans la classe, de comment l'institut, c'est pour ça que je parlais de partenariat également, comment l'enseignant ou le chef d'établissement, nous travaillons dans des formations de chef d'établissement. Comment le chef d'établissement va avoir, lui, cette formation qui consiste à avoir du désir de projet artistique et culturel. Comment l'enseignant prend le relais et comment il a préparé la venue de l'encadrant, artiste éventuellement. Voilà. Mais le jour où l'artiste peut rentrer en personnage, ou j'exagère en disant clown, parce que dans mon esprit c'est noble, hein, le clown, est capable de ça et de faire mettre en désir l'élève, voilà, c'est assez gagné. Mais parfois il faut y aller un peu sur la pointe des pieds. Donc trouver l'autorité. Alors, déjà la posture d'autorité, qui consiste à entrer dans un cadre qui n'est pas professoral, qui n'est pas surplombant, et qui dit « je vous considère comme égal ». Parce que c'est la vérité surtout. Pas par posture seulement, mais par la vérité humaine que j'ai nommée tout à l'heure. C'est-à-dire l'égalité, elle est absolue. Nous sommes égaux en sensibilité, égaux en humanité. Maintenant, en connaissance, pas forcément. Donc, et surtout, bien sûr non, hein, voilà, par rapport notamment à la question de la jeunesse. Mais il faut se dire aussi que nous sommes dans une société qui est à reconquérir, c'est pour ça que je parlais de la technique. C'est la première fois depuis 3 millions d'années qu'un enfant qui est naissant est plus vieux que l'adulte qui est en train de mourir. C'est-à-dire que le petit enfant, à quelques années, est capable de transmettre et d'enseigner même à son grand-père ou à sa grand-mère des techniques que le grand-père et la grand-mère n'ont pas. C'est ce bouleversement, cette métamorphose que nous vivons de l'Anthropocène, si vous voulez, de l'histoire de l'humanité, si vous voulez, n'a que quelques décennies. Un petit enfant aujourd'hui, face à un ordinateur, il a tout de suite compris tout ça, c'est le philosophe Serre nous en parlait avec Petite Poussette, vous vous souvenez, est capable à son grand-père ou à sa grand-mère de transmettre des choses qui n'étaient pas concevables il y a quelques années. Mais même à un adulte même plus jeune. Mais bien sûr, voilà. Mais bien sûr, mais je prends l'exemple du plus âgé, si vous voulez, pour dire que, vous voyez, que ces générations qui s'entrechoquent là, qui font qu'il y a une génération qui est complètement, elle, dans un autre cadre que celui que nous avons eu, y compris de sensibilité et de connaissance, qui sera peut-être moins graphique, vous continuez à prendre des notes, mais dans quelques années, je pense que nous aurons tous, dans la digitalisation, ce qui est beau, parce que le digital, c'est le doigt, hein, donc il ne faut pas s'en départir, mais le graphe va disparaître de plus en plus, vous voyez, ou pas, tout dépend de ce qu'on... En tout cas, ce prolongement de la main, il reste quelque chose d'important. Si vous voulez. Quand vous allez aux grottes de Lascaux, dans la grotte Chauvet, vous vous rendez compte que c'est 35 000 ans en fait, qui nous séparent. Hein, qu'il y a 15 000 années en gros entre Lascaux et aujourd'hui, et il y en a 36 000 entre la grotte Chauvet, et donc 15 000 entre et Lascaux, que l'on voit ces peintures, vous voyez à quoi je fais allusion, hein, dans la paroi qui est encore friable, c'est-à-dire que si on soufflait dessus, on ferait disparaître la matière qui a été préservée. C'est juste inouï, quoi, la main de l'homme. Donc cette main, elle reste quelque chose d'extraordinaire, et elle est l'objet artistique aussi par excellence dans plein d'endroits. Mais ne pas fuir surtout l'idée du progrès technique, numérique, etc. C'est toute une invention magnifique, à condition de mettre au service de la création et pas de l'aliénation. Voilà. Donc la posture, pour y revenir, c'est quand même très important, quoi. D'entrer dans le lieu et se dire j'entre avec l'idée que je suis dans un rapport d'égalité, avec des enfants, Et comment on fait? C'est ce qu'on fait au quotidien. Donc après on peut se conseiller, on peut dire comment on fait, mais c'est vrai que c'est cette parole qui est prise. Par exemple, le mot doit donner à voir. C'est essentiel. Ça ne peut pas être une parole verbeuse. Il faut que le mot soit symbolique. Comme je dis, le mot est achevé par l'autre tout de suite. Il faut que le mot soit achevé. Tout de suite, un mot, ça provoque quelque chose. Si possible, rentrer assez vite en imaginaire. Aiguiser la singularité, tout de suite. Faire rêver avec le mot. Et puis, vous n'empêcherez pas la disturbation, enfin, d'un ou deux, trois meneurs qui a l'habitude de... Donc, comment on travaille avec lui, comment on le distingue tout de suite. Tu sais, dans un groupe, on sent celui qui est très à l'écoute, le sage, puis le perturbateur. Parfois, indépendamment de sa volonté, hein, dans une hyperactivité où quelqu'un n'arrive pas du tout à contrôler une énergie qui est là, qui va déborder à un moment, parce qu'il ne va pas rester assis plus de minutes.
déjà être assis. Parce que, dans quelles circonstances? Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit, on va se mettre en cercle, on aurait pu le mettre n'importe quel moment, mais le cercle est essentiel pour ce qu'on a à faire là. Dans un cercle, c'est comme un collier, chacun a une place et voit de sa place. Chaque personne ne voit la même chose dans ce que vous voyez en soi, dans ce que nous voyons. Mais nous sommes tous à notre place. Oui, après, ce sont des techniques. Là, on entre dans la pratique. Pour rebondir sur ce On que- essaie de se donner des exemples d'ateliers, si vous voulez. disait Robin, par exemple, dans la formation, on accompagne la formation initiale de futurs professeurs des écoles. Et à travers des modules très spécifiques, on se rend compte que ces jeunes étudiants stagiaires découvrent, quand on travaille avec eux, qu'ils ont un corps. Mais on leur a jamais... comment dire, c'est une grande prise de conscience à travers des exercices très simples comme traverser, travailler sur le masque neutre, parce qu'ils reçoivent une formation théorique, on les accompagne énormément sur une formation de lecture à voix haute, qu'ils ont une voix, qu'ils ont un corps, et que tout cela doit respirer. Hein. Mais c'est essentiel, sinon on les emmène, gérer une classe de 30 élèves, on sillonne, c'est une grande chance de travailler au Tréteau de France parce que c'est comme un immense polaroïde. On a, comment dire, on ne peut pas généraliser. À chaque endroit, ses difficultés. Là, on voit où les professeurs coordinateurs aussi sont là pour aider et structurer. Je pensais à Sylvie Fontaine, par exemple, à l'ESP Angers avec qui on travaille. L'année dernière ici. Oui. Il faut absolument soutenir, ou comme voilà, vous parliez d'autorité, à partir du moment où on ouvre la porte, ce n'est plus de la discipline, c'est un savoir-être. Je sais que c'est ô combien difficile. Hein. Nous, on a récupéré aussi des comédiens dans des zones extrêmement tendues où, malgré tout, mettre les élèves en situation d'attention, d'écoute, c'est très compliqué dans des zones où il y a beaucoup de souffrance et de tension. On peut pas... Mais par contre, toujours avec la présence de l'enseignant. On n'a jamais un artiste travailler dans une classe sans la présence de l'enseignant. On ne travaille pas au fond ses copies, mais qui participe à l'atelier. J'aurais une question, enfin non, une précision à te demander sur ce que tu disais tout à l'heure sur le lire, compter, respecter autrui, il ne faut pas oublier. Est-ce que le fait de parler de lire et dire, est-ce que, comment tu situes ça? Est-ce que ça ne se situe pas comme une restriction par rapport au champ du langage théâtral qui est plus entier sur le corps, sur un certain nombre de choses? Est-ce que le lire n'est pas restrictif par rapport à un champ qui serait plus vaste du côté du jeu, de la mise en jeu, etc. Donc le lire, c'est pour l'instant. Pour l'instant, c'est lire, écrire, compter, respecter autrui. Dans le dire, si déjà on fait rentrer le dire comme concept, évidemment pour nous, le dire, ce sont tous les langages. C'est-à-dire dire, c'est raconter. Raconter le plus proche de soi. Dire avec le corps, dire sans parole, dire avec les mots, dire ensemble. Vous voyez, mais faire entrer cette notion de l'expression de soi, qui ne fait pas partie pour l'instant des fondamentaux de l'école. On lit, mais on lit à voix basse. On lit vaguement. On ne lit plus à voix haute dans une classe. L'enseignant lui-même est très souvent le premier. Alors, Carole disait cela, donc comment on voit l'autre et comment l'enseignant est, c'est tout de même nous qui compte, pas celui qui fait et puis l'autre. C'est parce qu'il y a déjà la reconnaissance, le fait que l'enseignant ou l'élève, c'est nous. C'est nous, c'est notre groupe, notre société, c'est nous. Il n'y a pas celui qui sait et celui qui ne sait pas. Mais c'est comment se mettre en chantier, quoi. C'est-à-dire c'est le nous avant toute chose. Et donc je vous disais sur le dire, bien parfois des maîtres et des maîtresses, des enseignants, voilà, les professeurs des écoles, comme on les appelle, sont fragiles face à la lecture à voix haute, mais très fragiles en lecture à voix haute, et n'osent pas l'exprimer.
J'entends, ils peuvent très bien lire un peu, mais dire le poème de Victor Hugo de tout à l'heure, en vers, en alexandrin, avoir des notions de métrique, de syntaxe, de phonétique, de chant symbolique, d'avoir eu cet aspect de l'expression, voilà. Alors, est en train de naître aujourd'hui dans l'éducation nationale un petit détournement de ce que nous avons proposé maintenant. Ça devient le concours d'éloquence. Et c'est pas la même chose. Nous ne parlons pas de cela. Alors, la différence. La grande différence, c'est que tout d'un coup, on va mettre des jeunes gens en compétition déjà, parce que ce sont des concours, de celui qui va être capable de prendre la parole et d'avoir la capacité de persuader. Mais on n'est pas tout à fait à cet endroit-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celui qui parfois est très timide, mais qui, par le biais de l'auteur, va pouvoir dire un texte et lire un texte de Marcel Aimé ou de Maupassant, et va simplement, dans la construction de la phrase, reconstruire une phrase qui est entendable, qu'il va vivre, qu'il va ressentir, qu'il va respirer, et la comprendre surtout dans ce qu'elle est, quoi. Donc ce jeu verbal là que j'affectionne, moi j'essaie de le transmettre, de faire mieux comprendre ce qu'est la parole et la lecture déjà. Et la lecture, ça peut être un grand handicap. Et la lecture est un problème. Il n'y a plus d'apprentissage vraiment de la lecture comme autrefois. Dans le conservatoire de mon pays, il y avait une épreuve de lecture à vue qui n'existe plus. Ça existe seulement en musique. N'est-ce pas? On vous donne la partition et vous devez exécuter à vue une partition. Et autrefois, on le faisait aussi au conservatoire. Et on ne le fait plus. C'est ô combien important ce que vous dites. Bien sûr que ça, c'est une véritable formation. Lire. Dès lors qu'on a pu lire, construire de la langue, on parle mieux au fond, parce qu'on a des schémas d'écriture. Chaque auteur ayant sa langue étrangère. Tous les auteurs. Il n'y a pas deux poètes qui parlent la même langue. L'éducation nationale recommande la lecture à voix haute. Oui. Elle recommande la lecture à voix haute du maître, elle recommande la lecture à voix haute de l'élève. Et après, il y a la question de la lecture, comment on appelle la lecture en soi, oui, etc. Alors, et d'autre part, il y a la compréhension aussi de ce qu'on lit, parce que si on lit à voix haute et si on ne comprend pas ce qu'on lit, c'est un des objectifs de la lecture qui est perdu. Alors il y a une étude française de peu de temps, il y a 2 ans, c'est pas PISA, c'est une autre, qui disait exactement ce que vous dites, c'est-à-dire que l'élève français particulièrement était très en retard sur la compréhension de ce qu'il lisait. Mais oui, c'est ça le problème. Parce que la phrase elle-même n'est pas compréhensible. Mais n'empêche que la lecture à voix haute, parce que la lecture à voix haute montre que l'élève comprend quand même ce qu'il lit. Ben oui, on l'entend dans le sens de ce qu'il exprime. C'est pour ça que le dire, c'est à cet endroit-là de la lecture, mais après de tous les dire. Mais déjà la phrase, la syntaxe d'une phrase permet beaucoup de syntaxe. Si la syntaxe est comprise, on sait comment ça fonctionne. Donc nous avons par exemple des ateliers de lecture à voix haute en permanence. Nous faisons ce travail de lecture à voix haute. Joanne. Oui, alors, moi j'avais fait beaucoup de lecture à voix haute avec mes élèves, ils attendent ce moment, c'est très important. C'est facilité par le fait que, effectivement, comme je fais du théâtre par ailleurs, j'ai moins de difficultés. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une très bonne formation parce que moi j'étais à l'UFM à Angers, donc je suis passée par des mains. Vous avez eu Jean Bonnet aussi. J'ai eu cette chance. Mais j'avais très peur, et c'est marrant parce que les élèves lisent beaucoup à voix haute. Je perds du temps selon mes collègues, donc je perds du temps. Et ce qui était très marrant au début, c'est que pour lire à voix... Alors d'abord, ils n'ont pas du tout honte parce qu'ils se disent si la maîtresse lit à voix haute, nous aussi on peut le faire. Et au début, en fait, ils lisaient comme moi. C'est-à-dire qu'ils m'imitaient dans ma... Enfin, c'est comme ça que je me suis rendu compte comment je lisais d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils prenaient les mêmes intonations, ils faisaient... Et après, ils se sont démarqués totalement. Mais c'était très étonnant d'entendre... de voir ce mimétisme. Et en fait, je me suis dit, ça va les bloquer. En fait, ça a été l'inverse. Ça les a autorisés, en fait, plus que... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas du tout. Sinon,
La lecture à voix haute, moi j'ai très peu de collègues qui ont suivi, à qui on a dit qu'il fallait faire ça. On est compte en IUFM ou en SP aujourd'hui, cette formation-là n'existe pas. Mais de quoi parlons-nous? C'est-à-dire que la première mission de l'enseignant, qui est apprendre à lire, n'est pas apprise par lui-même, il va le transmettre. C'est-à-dire que c'est le seul métier qu'on n'apprend pas, en gros. Enseigner, le seul métier qu'on n'apprend pas. Transmettre. On apprend des savoirs que l'on est capable, puisque l'université, on voulait supprimer les SP pour que ce soit l'université. Donc on sait qu'il y a des savoirs qui se transmettent, oui, des savoirs. Mais apprendre à apprendre, ça ne s'apprend pas. On fait de la linguistique, on fait plus de français. Bien sûr. À l'université. Absolument. C'est le programme de l'école française. Vous voyez, comme un ministre, s'il faut, voilà, M. Blanquer aujourd'hui ou M. Riester, les amener à transformer cela. Donc la grande question que nous nous posons politiquement, c'est y a-t-il ou pas volonté réelle d'émancipation? Parce que tout ce dont nous parlons sont des outils d'émancipation. La conscientisation, la singularité, la capacité d'être soi-même, de prendre la parole soi-même. Et je vous assure que par moment, on peut se dire que le projet est très bien cerné, mais qu'il va à l'inverse de ce que nous nous racontons, nous. Hein? Nous sommes dans une mission d'émancipation et de désir de citoyenneté plus grande. Ça n'est pas la volonté politique, parfois. Il est bon de garder un peuple qui est capable de ne pas rentrer en insurrection, mais qui se contient et de pouvoir lui vendre des produits de la consommation et lui faire croire que le pouvoir d'achat, c'est le premier objectif de la vie, c'est de gagner sa vie. D'ailleurs, quelqu'un peut-être. Oui, Joanne. Oui, j'avais une petite question à poser, mais elle est peut-être, je ne sais pas si elle est sujet ou hors sujet. Mais c'est vrai que je m'adresse aussi aux professeurs de conservatoire, donc qui a aussi une vision sur l'enseignement artistique des artistes. Quelle différence vous faites ou pas entre la pratique théâtrale, notamment en classe, où on emmène tout un groupe dans une expérience artistique et de création, et la formation de ce que j'appellerais du jeune comédien, et notamment des horaires aménagés théâtre qui s'adressent à des jeunes dès les CM1, CM2. Ah oui, c'est vrai. Bon, il s'avère que depuis très peu, j'ai un poste comme ça, et qui, moi, me pose beaucoup de questions, d'autant plus qu'il n'y a aucune littérature par rapport à ça, autant qu'il y a une florès d'ouvrages sur la pratique théâtrale en classe, en groupe, etc. La formation de l'acteur, c'est vraiment quelque chose qui vient beaucoup plus tard. Mais voilà, sachant qu'en l'occurrence, je crois que j'ai cru comprendre d'après les actifs que mon cas n'est pas isolé, dans le sens où ces horaires aménagés théâtre sont spécifiquement dans des lieux difficiles, dans des quartiers, dans l'établissement scolaire, et que ça pose vraiment pour le coup des problématiques le gamin, quand il vient là, il est à l'école, mais en même temps il a l'impression d'être en récréation, mais en même temps il a choisi d'être là, mais en même temps école, enfin, donc c'est très troublant, donc j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Alors moi je n'ai pas beaucoup pratiqué, pas beaucoup. Ah non, sur les horaires aménagés théâtre, je ne sais même pas ce que c'est la géométrie. Ah bah les horaires c'est comme aménagés les théâtre, chams. c'est comme les musiques, C'est comme les c'est comme les horaires chams. aménagés Là, ça s'appelle des chams. qui dansent, où sur le temps scolaire, les enfants vont dans le conservatoire sur le temps scolaire pour faire leur pratique de danse en musique. Et là, depuis quelques années maintenant, le théâtre qui investit les conservatoires en région, voilà, surtout depuis une dizaine d'années, avec le premier DE en 2005. C'est vrai que maintenant, même les horaires aménagés théâtre sont organisés, et justement, j'ai eu un peu l'initiative, pris clairement dans des quartiers difficiles, où cet horaire aménagé théâtre a aussi une mission un peu à l'intérieur même de l'établissement, alors que l'enseignant est seul avec les élèves. Quelle évaluation du conservatoire. Du conservatoire. C'est le conservatoire qui évalue les élèves.
D'accord. Donc ça sort du cadre de Donc tu es l'éducation employé, nationale. employé par le conservatoire. Par le conservatoire. D'accord. Et tu viens dans l'école. Ouais. D'accord. Mais pas au conservatoire. C'est pas les élèves qui viennent du conservatoire. Non. Et sur D'accord. quel volume Combien Bah, de volumes horaires les CM1, c'est 1 heure, et CM1 et CM2, enfin c'est 2 fois 1 heure. Enfin, c'est 1h30 par groupe, sachant que le groupe c'est 15. 1h30 par semaine. Par semaine. Sur la- Ils sont Une heure. combien par groupe? 15. Et ils choisissent. Sur l'année scolaire ou sur Oui, un sur trimestre l'année scolaire. Oui, ils sont inscrits au conservatoire comme quelqu'un qui ferait de la musique ou de la danse. Donc c'est considéré comme un cycle d'initiation. Avant de passer au cycle normaux, cycle 1, cycle 2, cycle 3 à partir de 15 ans, en règle générale. Et là, sur le collège, l'objectif c'est. Bon, après c'est quand, sur le collège, l'objectif c'est d'arriver à 20. Non. C'est pas possible. Non. Enfin, bon, Non. enfin, surtout s'il n'y a pas d'enseignants. Non. Je le dis catégoriquement, je me permets de. Oui, vraiment, bien sûr. nous, on est extrêmement rigoureux, strict, à plus de 12-15 élèves, grand maximum. On demande que le groupe classe soit dédoublé. On demande à ce que les artistes soient accompagnés par les professeurs. Alors, quelquefois, c'est difficile, on nous dit oui, et puis sur place, eh bien, on se rend compte que l'artiste intervenant va se retrouver tout seul. Donc, on est extrêmement vigilant. Par exemple, là, l'Action artistique au Tréteau de France, on demande à chaque fois un compte-rendu détaillé de la séance pour permettre, nous, d'être encore plus vigilants sur les prérequis, enfin en tout cas pour transmettre à l'enseignant et pour l'artiste qu'il puisse intervenir dans les meilleures conditions possibles. Sinon, on ne fait pas. C'est un choix. Alors quelquefois, on se dit, oh là là, c'est triste pour enfin c'est triste. On ne va pas toucher cette classe, mais et il y a des conditions pour la bonne réalisation et la rencontre, justement, cette rencontre entre l'artiste et l'élève. Et si on n'a pas ces conditions-là, on ne fait pas d'animation, de groupe classe. C'est impossible, on emmène l'artiste à... Là, on ne s'adresse pas à une classe. On s'adresse à des élèves extraits des classes qui viennent faire vraiment une pratique. Au quotidien, ils ne sont pas dans le même groupe collectivement toujours. C'est individuellement que ça se passe. Ouais. Et votre questionnement repose sur la pratique elle-même, oui, c'est-à-dire que. Enfin voilà, c'est-à-dire quelle différence ou pas il doit y avoir. Parce que là, vous parliez d'une singularité sur la langue, voilà, qui sont vécues dans dans un projet collectif de classe et là on est vraiment sur des objectifs de formation artistique et est-ce que l'apprentissage donc du théâtre et de la formation artistique dès les CM1 CM2 qu'est-ce que vous en pensez sachant qu'en classe, je trouve que sur un projet de classe, c'est extrêmement facile. Je vois pas, c'est comme je fais beaucoup, ça fait extrêmement sens, mais sur la formation théâtrale. Oui, c'est toute la différence en fait entre le fait, est-ce qu'on enseigne le théâtre ou est-ce qu'on en fait faire? Ouais. Est-ce qu'on fait le théâtre et est-ce qu'on apprend, est-ce qu'on apprend le théâtre en le faisant? Et est-ce qu'on se forme par le théâtre? Et est-ce que, et au CM1, CM2, est-ce qu'on est là pour enseigner le théâtre ou pour leur permettre une expression? C'est toujours évidemment très dialectique tout ça, mais il y a la troisième voie qui est se former par le théâtre. C'est une forme d'instrumentalisation, mais c'est aussi une forme d'émancipation aussi. Oui, puisque en ce moment, ce dont tu parles, c'est par exemple sur le respect de soi-même, le respect des autres. En ce moment,
on a des tartines de projets avec le théâtre pour se former au respect d'autrui. Le théâtre est-il utile à la citoyenneté? Voilà, comment, enfin, à quel moment il est utile et... Oui, j'avais j'ai une réflexion à moi-même que je partage. C'est sûr, on parlait d'œuvre au départ, et moi le mot qui me vient à l'esprit c'est ouvroir. Enfin, comment on fait? Oui, tout à fait. Comment on fait ouvroir, quoi? Enfin, c'est ça. En fait, je me positionne, mais de l'autre côté de la barrière, dans le sens où j'y suis plus. Mais ça peut faire peur, quoi, la littérature. Ça peut faire peur, le théâtre. Ça peut faire peur, une œuvre. Enfin, c'est tellement énorme, et on nous a tellement, nous face à eux. Eux qui ont le savoir, eux qui ont les codes, eux qui ont la langue, le langage, qui ont leur propre code, auquel on nous demande de signer, de souscrire. Comment faire ouvroir? Petite anecdote, je me souviens d'une représentation à laquelle j'ai assisté, c'était à la recherche du temps perdu. Et moi, c'était une lecture. Et cette œuvre, enfin la recherche du temps perdu, moi, mon Dieu. Et j'entends cette première phrase et j'ai tout vu, j'ai tout compris. Et je l'ai vu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais bien sûr. Voilà. Et quand vous avez fait ça, ça m'a ouvert. Et comment, enfin, la question c'est comment moi ou comment nous, à notre niveau, on peut être ouvroir. En nous formant comme on le fait en ce moment, dans les lieux de formation. Oui, et transformer le nous face à eux ou le eux. Oui. Enfin, c'est créer du nous surtout. Ouais, mais comment, qui est plus eux et nous déjà, ça serait important de considérer que nous sommes cela, nous sommes avec l'ensemble. Pour rebondir, mais c'est avant pardonnez-moi, parce que pour rebondir, l'ouvroir c'est tout à fait cela la question. C'est l'étanchéité dont je parlais, créer cette porosité et donner ce désir en effet d'entendre la recherche du temps perdu. Alors là, vous prenez un exemple en plus qui est stigmatisé comme étant une œuvre impossible. Mais pour vous dire que moi, au quotidien, je transmets cela. Je transmets la recherche du temps perdu. Je vais dans des lieux et je commence par cette fameuse phrase et j'y vais et je vous assure que le silence se fait parce que dans ma pensée, je ne suis pas en train de dire un texte pour moi-même, mais dans le projet que l'autre achève la langue. Oui, c'est un boulot mais extrêmement déjà régénérant pour moi-même parce que je le fais vraiment avec une grande... Et c'est vraiment... pour le public, à chaque fois, une découverte. Et à la fois, je demande, mais est-ce que des gens viennent me dire, mais c'est votre histoire, par exemple, donc ça me touche énormément. Mais des gens qui vraiment ne connaissent pas même les codes du théâtre ou de la littérature. Ils disent, bon, mais ça nous a plu votre histoire de petit garçon qui attend le baiser, là, de sa maman. Mais c'est merveilleux, parce que d'un coup... et vous voyez, c'est ce travail-là, oui, il s'agit de cela. Être ouvroir. Juste avant, pardon, j'ai bien vu, je suis désolé. Non, mais vraiment, aucun souci. Non, mais parce que, en fait, il m'arrive de rencontrer des publics qui ont les idées, qui ont, mais vraiment, enfin, qui comprennent les choses, mais qui n'ont pas les mots. Enfin, je suis, mais tellement désemparé. Complètement. Parce que nous sommes égaux en sensibilité, justement. Je vois leurs yeux. J'ai joué dans des prisons, dans des endroits où c'est vraiment problématique, et tout d'un coup des êtres absolument 10 fois plus sensibles que moi m'ont témoigné de leur intelligence à entendre et à recevoir et à comprendre, en nous racontant leur histoire. Et voilà, donc c'est ça que nous manquons dans le rapport de la condescendance que nous avons d'être des gens de culture face à des gens qui n'auraient pas la culture. Enfin, c'est déjà le premier problème qui est posé par André Malraux, faire accéder les gens aux œuvres. Non. C'est comment partager ensemble. Justement. Alors, Jérémy, moi, je vais rebondir justement sur ces questions de à quoi ça sert le théâtre comme lieu, le lieu physique, théâtre, notamment théâtre public, avec toutes les missions qui l'entourent, d'éducation populaire. Moi, je donne beaucoup de cours à des adultes amateurs qui font ça après le travail, ils sont très contents, ils adorent le théâtre, de Pierre Palmade à Coltès, donc c'est très large. Et justement, moi, en ce moment, j'ai 3 gilets jaunes dans un de mes cours. Donc, on a parlé un petit peu du mouvement, des manifs, de théâtre, d'éducation, de plein de culture, d'art. Et ils me disaient, ah, mais non, on va pas
On voit pas la Comédie Française, on voit pas Tête de la Ville, ils connaissaient pas le Théâtre du Rond-Point, ils habitent à Paris. Hein. Et il dit, et là, les théâtres, pour nous, ils sont fermés. Concrètement, bon, déjà, ils sont fermés pour des raisons de sécurité, visiblement, quoi. Mais même au-delà des manifestations Gilets jaunes en ce moment, les théâtres, pour eux, c'est vraiment, en tout cas public, des lieux d'élite pour un c'est pas pour moi. C'est pas pour eux. Alors que eux-mêmes vivent à Paris, alors c'est pas. Ils sont un peu de bureau, je sais pas s'ils font dans la vie, ce genre de c'est pas pour moi. Mais, et du coup aussi, il y avait cette question de la politique culturelle. Effectivement, je trouve ça très bien d'amener de l'art aux enfants, aux ados, et très peu aux adultes finalement, qui en ont soif. Et on parle rarement d'éducation populaire artistique aux adultes, ou alors c'est des adultes particuliers, c'est en prison, c'est les handicapés, c'est je ne sais pas quoi, les migrants, pas aux adultes. Et donc cette question de est-ce que le théâtre public, en tant que lieu aussi de rencontre, de débat, a encore sa place aujourd'hui, quoi. Nous passons notre temps à ça. Ça rajoute l'expérience de théâtre itinérante justement dans toutes les régions. Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous arrivez à rencontrer tous ces publics différents? Alors moi j'ai vraiment beaucoup, j'estime que je suis à la fois fier et avoir beaucoup de chance de faire cet acte-là parce qu'il est extrêmement régénérant, c'est que je prends vraiment mon pied, c'est juste incroyable. Parce qu'on va dans les endroits où le théâtre ne va pas. La mission est très tôt de France. Donc tout notre dispositif et notre organisation, elle consiste à se poser, à poser l'œuvre et poser le luxe, je dirais, de la chose pour qu'elle soit partagée dans des endroits qui sont pas du tout destinés à ça. Donc l'œuvre est pensée pour être posée, éclairée, etc. C'est que c'est pas dans une salle qui ne permet pas. Même si nous étions ici, cette modeste salle deviendrait un lieu luxueux d'imaginaire, pouf, tout le monde partirait. J'ai jamais vu la salle comme ça, mais c'est pourquoi on l'a jamais vu comme ça. Bon. Donc c'est pensé pour ça, si vous voulez. Et c'est magnifique, parce que les gens qui sont là, eux-mêmes n'auraient jamais pensé venir. Donc ça veut dire aussi un boulot en amont, ça veut dire comment on a travaillé sur un territoire, parfois on est resté plusieurs semaines sur un territoire, à travailler avec ces gens-là, parfois écrire avec eux. C'est-à-dire l'œuvre elle-même vient de leurs paroles. Leur parole en recueil devient un portrait d'un territoire. D'un coup, les gens viennent écouter leurs propres paroles, jouées par des acteurs du territoire. Mais nous ne sommes pas dans un rapport d'apporter, encore une fois, la culture. On est la meule qui permet d'aiguiser. Voilà. Et à chaque fois, ça se passe, franchement, à raison de 250 représentations par an sur les 369 jours de l'année. Oui, c'est tout le temps. Dans les territoires qui sont... Et la guerre des Salamandres, vous allez la jouer Oui, absolument. Vous avez vu ce spectacle au Métallo? Bon, voilà, donc c'est le même spectacle qui va être joué dans plein d'endroits, dans les salles des fêtes, dans des endroits, mais on le pose. Alors après, les œuvres pourraient choisir aussi pour être des œuvroirs, c'est-à-dire que permet le dialogue. L'œuvre, c'est une œuvre qui correspond à une pensée qui se partage avec un public. Donc les gens restent après, débattent, racontent ce qu'ils ont vu. Si possible, parler d'eux, c'est quand même très important. Ou parler de notre actualité. Moi, j'ai pressenti il y a 18 mois que nous rentrions dans une époque où on va parler de catastrophe écologique. Et donc, les artistes ont un petit peu des antennes. Bon, voilà, dans 1 an, 2 ans, il faut nécessairement qu'il y ait des spectacles sur cette question. Comme ça, on débat ensuite. Moi, je parlais tout à l'heure d'une commande que je veux faire à Bernard sur du théâtre forum, sur des acteurs qui viennent. Alors moi, je crois que dans 50 ans, il n'y a plus d'humanité. Elisabeth, tu vois, c'est fini dans 20 ans. Toi, tu dis même avant. Alors, donc il y a l'acteur qui dit même avant, il y a celui qui va dire mais non, mais il y aura toujours un plancton, aujourd'hui c'est fabuleux, il suffit de reprendre tout l'univers marin et on va retrouver absolument toute la régénérescence de l'oxygène. Il faut arrêter de penser que les énergies fossiles, c'est ce qui nous a mené à la catastrophe. Je vous assure que l'humanité... Ouais, théâtre forum qui fait que tout d'un coup, on a une envie, c'est de participer au théâtre parce qu'on a envie de penser. Et le théâtre est un outil de pensée, de conscientisation de l'esprit critique. Donc il faut aussi des œuvres qui permettent, si vous voulez, ça. Et puis il faut aussi jouer des œuvres comme L'échange de Claudel, parce que d'un coup, l'échange, ça parle d'argent, de la valeur de l'argent, tous les camps du regard qu'on porte sur une œuvre. Vous voyez, on peut prendre l'école des femmes et être d'une acuité aujourd'hui absolue sur la question du voile, sur la question de la femme, sur la question de la jeune fille sous la tutelle de l'homme. Tout dépend comment on monte l'œuvre. Et on peut tout à fait se dire les mots de l'école des femmes, et tout d'un coup, oui, mais c'est ça l'école des femmes, et j'ai envie de courir, parce que
ça parle de moi. Et la gamine de 15 ans qui me dit ça parle de moi, ou de mon frère qui me parle, ou tout ça, ça devient formidable. Donc, vous voyez, trouver les éléments, c'est des responsabilités que nous avons, de créer le lien avec le public. Et, pardon, je termine là-dessus, mais sur l'idée de la communion, c'est-à-dire que nous sommes dans des univers qui ont été des univers monothéistes pendant des années, qui ont fait, notamment avec la religion catholique, qui a fait la tour de passe-passe de faire exister, eu égard à la question de discipline et autorité. Oui. La religion catholique a réussi à faire penser que l'invisible, en fait, était présent dans le concret. C'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas là, mais il me voit. Tout à fait incroyable, ça. C'est-à-dire qu'on dit, donc ça devient la discipline et le pouvoir. Et le pouvoir, non, j'ai dit que le pouvoir, c'est le visible. Et la religion, certaines religions ont créé le pouvoir de l'invisible. C'est-à-dire que d'un coup, c'est invisible, mais ça me domine. Ça, c'est le tour de passe-passe inouï de la religion monothéiste chrétienne. C'est juste incroyable. Donc, donc, bon voilà. Donc la question, elle va se poser là, maintenant. Elle va se poser avec la réflexion politique qu'on va pouvoir avoir autour de cette question du pouvoir, de l'autorité, puis reconstruire des cercles de communion. Parce que l'homme a besoin de communier. Ce que je veux dire, c'est la communion laïque. Charlie, autre chose, vous mettez des gens dans la rue, des millions de gens se précipitent pour une raison. Il y a du désir. Il y a du désir de décidération, si vous voulez. Dans la sidération, le projet, c'est la décidération, c'est le même mot. Donc, il est là. Simplement, il ne faut pas jouer avec le feu vis-à-vis de ça. Et les outils du théâtre, sont encore des outils de communion. Bien, mais merci Robin. Voilà. Je sens tous les livres derrière moi vibrer. Assez paroles. Bon, on va libérer la salle parce qu'il faut remettre la salle pour que demain matin des lecteurs viennent travailler. Oui. Si vous souhaitez recevoir la newsletter des Tréteaux de France, vous pouvez vous inscrire sur notre site tréteaudefrance.com. Il y a de nombreux onglets aussi, je vous invite à découvrir de nombreuses actions, activités, productions. Et en haut à droite, cliquez pour... allez sur le site des Tréteaux de France et allez sur le site de l'ARIA. On peut proposer des projets aussi, j'imagine. Oui, aussi. Et je voulais terminer pour vous dire que lundi prochain, il y a un autre lundi Gaston Batti avec Jean-Pierre Ringard qui a désiré revenir cette année. Alors, il n'y a qu'une inconnue pour le lundi prochain, c'est de savoir si la fac va être ouverte ou fermée. Donc j'enverrai en tout cas un mail général dimanche après-midi pour dire s'il y a un autre lieu, si on est obligé de choisir un autre lieu pour recevoir Jean-Pierre Ringard. D'accord, mais pour le reste, on va faire à la fac. C'est quoi les histoires de fac fermée? Parce qu'elle risque d'être... Parce qu'ils ont voté le blocage. Voilà, merci.